les glucides ont une toxicité. C'est un carburant qui encrasse, c'est un carburant qui enflamme, c'est un carburant qui carence. Et aujourd'hui, on n'ancre qu'à chaque repas, faut un dessert. On les rend tous malades. Mais le TDAH, il va être encore plus sensible. Il a une vulnérabilité par rapport au sucre. Et donc, on en vient même à l'extrême opposé. C'est-à-dire que ces pauvres familles où il n'y a pas de gestion du TDAH, elles vont de plus en plus exposer l'enfant à l'écran. Et le problème, c'est que l'écran n'est pas un bon outil thérapeutique. C'est un petit peu comme le médicament. Au long cours, en fait, ça évite de faire les efforts. Dans ce tourment que la société nous oblige, mais on peut en sortir. On a les choix tous les matins. En se levant, on a le choix de changer ça. L'elixir d'Ifone. Anem als consells mèdics d'Omega Z. Ens visita, i fa dies que no li veia doncs, aquest somriure sempre tan còmplice en matèria mèdica, la Florence Ifone. Florence, bon dia. Bon dia. Vostè sempre està contenta, no? Sí. Jo crec que sí. Com es fa això? Són coneixements mèdics o què passa? Non, c'est important. Si vous souriez, si vous vous forcez à sourire, vous allez être plus heureux dans votre vie. Però que és veritat que és una persona que habitualment està contenta? Oui, c'est vrai. Pues quina sort. Faci una medicina, Florence, i patenti-la. L'elixir d'Ifone. Mais pour un psychiatre, c'est mieux quand même. Sí, home, sí, perquè la seva especialitat ja va d'aquesta manera. Vostè avui vol parlar del TDAH. Oui, I li vol donar un enfoc una mica diferent. c'est ça. Je L'ascolto. voulais mettre l'accent sur la prise en charge non médicamenteuse du TDAH, qui est pour moi encore plus importante que les médicaments. Alors, je dénigre pas les médicaments dans le TDAH. Au contraire, des fois, il y a des situations où il faut les mettre en urgence. Mais c'est vraiment important pour moi et ça fait partie intégrante de ma prise en charge. Je passe un contrat avec les parents, un pacte moral pour le long cours. C'est-à-dire que je veux bien continuer à être prescripteur uniquement s'ils s'engagent à faire des modifications dans le style de vie. Parce que Un pacte moral. c'est ça. Sona molt profund, no? Ah bah oui, il faut parce que c'est l'avenir de leur enfant qui est en jeu. Pour moi, c'est très important. La pédopsychiatrie a de ça de particulier qu'on ne traite pas une personne, on en traite 3. Et le plus souvent des cas, c'est même pas 3, c'est surtout les 2 parents, où il faut pouvoir remettre du lien dans la famille. C'est là où ça dysfonctionne. Donc bien souvent, les modifications du style de vie, c'est pas que l'enfant qui va devoir les subir, c'est tout le monde. Je voulais pas parler de la prise en charge non médicamenteuse de type psychothérapie, c'est intéressant. La psychothérapie comme la psychoéducation, très importante pour l'enfant, ou la psychothérapie TCD, c'est très intéressant, c'est de la thérapie comportementale et dialectique, on va redonner des compétences aux gens, ou l'adaptation du milieu scolaire, ou l'adaptation du milieu familial, tout ça, c'est des piliers non médicamenteux. Mais ces piliers-là, si vous voulez, pour moi, ils ont une efficacité très limitée si on ne s'occupe pas du métabolisme de ces enfants, parce qu'ils ont un cerveau qui est en souffrance, un métabolisme qui est en souffrance, et on va attaquer 4 piliers majeurs pour les aider, et il faut les aider, ces enfants TDAH. Et ces 4 piliers, juste pour les citer, c'est le sommeil, l'activité physique, la gestion des écrans, et le plus important de tous les piliers, c'est l'alimentation. I je voulais vous les détailler. No, jo anava a la gestió dels ecrans. No és que no m'interessin els altres 3, però és la que forma part de la modernitat. No l'ataco, la gestió dels ecrans. Anem directament a tot, ¿vale? Perquè vostè ho té jerarquitzat i no sabia si ho anava a incorporar. És evident que és un dels mals de la nostra època. Està d'acord? És un dels mals de la modernitat. Et c'est pas pour autant qu'on ne doit pas s'adapter pour essayer d'éviter d'aller trop à l'encontre de nos gènes. L'objectif, c'est pas de retourner vivre dans les cavernes. Je vais pas la renier, la modernité, heureusement, elle a des avantages. Par contre, si on sait pas s'en méfier sur ces 4 piliers, eh bien, on va se rendre tous malades. Mais les enfants TDAH, plus particulièrement sur ces 4 piliers. Et si je prends par exemple le sommeil pour aller très rapidement, déjà chez l'adulte, il faudrait qu'il y ait au moins 8 heures, on va dire en règle générale, et nous sommes des êtres diurnes. Ce sommeil est séparé en 2 parties, et cette séparation, c'est minuit. Le mot minuit, ça marque la moitié de la nuit. Donc heure solaire. Donc aujourd'hui, minuit, heure solaire, c'est 1 heure, et puis quand on va passer après, fin mars, là, début avril, heure d'été, ça va être 2 heures du matin. Mais donc 4 premières heures, 4 heures suivantes, chez l'enfant, il faut beaucoup plus de sommeil, et puis ça va dépendre de l'âge, mais par exemple mon fils qui a 4 ans, il dort 11 heures en moyenne la nuit, plus ces 2 heures de sieste la journée. D'ailleurs, je suis assez tourmentée qu'à partir de l'année prochaine, le système scolaire supprime la sieste, parce que je peux vous assurer qu'il les fait tous les jours, ces 2 heures de sieste. Mais bon, ça c'est un autre débat. El seu fill és un campió, És veritat, c'est un champion de dormir.
Il n'y a pas beaucoup des enfants comme lui, non? Bah, en fait, 13 hores cada dia, à compte. cause de ce qu'on fait, de tous ces piliers-là, quand je vais vous dire, en fait, l'activité physique et la gestion des écrans sont très intimement liés au sommeil. Mais donc, si déjà, on ne fait pas l'effort de les coucher tôt, ça va pas marcher. Mon mari, il a fait une vidéo très intéressante sur notre chaîne. Du coup, vu que là, le temps passe, je veux pas parler du programme de réparation. Mais en gros, dans cette phase du sommeil, la première moitié, il y a de la réparation et la deuxième moitié, il y a l'apprentissage, la mémorisation, l'évacuation de l'angoisse de la journée. Et si vous voulez, ce pilier-là du sommeil, il est étroitement lié à l'activité physique. Donc là, on rentre dans votre domaine. Je la sépare en 2 catégories. La sédentarité, qui est le nombre d'heures passées sans bouger, sans s'activer, sans marcher. Et ça, c'est dramatique, tout le monde le sait, c'est soi-disant un lot de la modernité. Mais non, ça n'a pas toujours été comme ça. L'école scotche nos enfants sur des chaises pendant des heures, alors que l'école d'Hippocrate se faisait en marchant. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'on apprend mieux en marchant. Et No ho sabia, això. Hipòcrates feia classe caminant. C'est ça. No ho sabia. Ils étaient beaucoup plus sages à l'époque. Això Ils faisaient du et jeûne. fa pensar, eh? Hi ha grans líders de la nostra època que volen tenir les grans reunions caminant. Sí, és veritat. Recordo Steve Jobs, que ho explica a la biografia, Tout à fait. que sempre que tenia una reunió important, a caminar. Tout Clar, à fait. si estàs en forma, vale, però si no, es veu que el tio et portava un ritme. C'est ça, mais aujourd'hui, on ne lutte pas contre cette sédentarité. Et de l'autre côté, le sport, alors oui, on peut être un sportif de très haut niveau, compétiteur et complètement sédentaire. Et c'est le drame aujourd'hui, parce que presque tous les grands sportifs sont comme ça. Mais le sport, on va avoir aussi 2 autres problèmes. Le manque d'intensité du sport et le mauvais horaire du sport. Aujourd'hui, pour l'intensité, il n'y a qu'à voir. Les randonnées, on ne fait plus assez de randonnées assez longues, que ce soit le judo ou le ski. Alors là, le ski, j'ai un exemple formidable qui date d'hier. C'est-à-dire que mon fils est au ski club de Palarinsal. Et hier, la séance de ski a été annulée parce qu'il y avait trop de neige. Pas parce qu'il y avait une tempête, hein, parce qu'il y avait trop de neige. Donc oui, quand il y a un peu plus de neige, les conditions sont un peu plus difficiles pour skier. Mais pour un ski club... Ou dangereux. Oui, mais de votre temps, vous ne seriez pas allé skier parce qu'il y avait trop de neige? Escolti, ara venen els de Protecció Civil, ja els hi preguntaré. Ouais, non, mais, parce que vous voyez bien, aujourd'hui, l'intensité du sport, c'est presque devenu tabou. Yeah. Et le moment du sport, alors là, c'est là où c'est le plus drôle. À quel moment nos enfants font-ils du sport? Ha canviat molt el món, eh? Els protegim massa, vol dir? Non, le moment de la journée, Uh, après l'école. après l'école, Voilà. entre 7 et 9 heures. La Non, pire heure. 6 et 8 heures, si. Oui, bah même 6 ou 8, 7 ou 9, c'est le pire moment pour faire du sport. Parce que pourquoi? Le sport, qu'est-ce que provoque le sport? Le sport fait sécréter des hormones du stress, comme l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol. C'est pas quelque chose de mauvais en soi, ça va I això és dépendre de la dolent pel durée. descans. Mais le moment. Et donc, toutes ces hormones du stress vont contribuer à les empêcher de s'endormir. Parce qu'alors là, ça vient contrecarrer tout le programme de réparation de la première nuit. Donc déjà, celui-là, on l'oublie complètement. Quan m'ha dit que tenia el seu fill? 14. Mon fils, alors la nuit, 11. Je le Florence, couche à pardonne. 19h30, il se réveille tout seul. C'est ça que j'aime. Des fois, je suis obligée de le réveiller quand il n'a pas eu tout son quota d'heures. Il se réveille tout seul à 7h. Je le couche à 19h30, il Sí se que- réveille tout seul à 7h. Sí que és un campió, sí. Però vull dir que si al seu fill li agrada i al final, no sé què passarà, jugar a futbol o jugar a bàsquet, acabarà entrenant al vespre o no podrà jugar, Florence. Bah, vous voyez, le com, ski, par exemple... com a mare, bueno, l'esquí encara es fa pel matí. Non, sport-études, moi je suis pas d'accord, j'ai fait sport-études pendant 2 ans justement dans les Alpes. Le sport c'était la journée et c'était le matin. Et alors aujourd'hui en plus on va même à l'encontre de raisonnements physiologiques par exemple parce qu'il est petit. Mais maintenant, imagine que votre passion avait été le basquet. Votre entraînement hagués estat al vespre, a les 7, a les 6 o On peut faire autrement. Sport-études, normalement c'est fait pour ça et les entraînements ils sont pas à 7 heures. Yeah. Pour moi, bon, voilà, on pourra en parler longtemps, mais oui, en effet, la société nous contraint, parce que même nous, les adultes, on voit bien, on sort du travail, bah, c'est là qu'on va essayer de se motiver pour faire du sport. No, si jo l'entenc, però igual l'entrenador també té una altra feina. I va entrenar la gent, el del bàsquet, el del vòlei, el del futbol, després que al matí ha sigut professor, o m'entén? És que no és fàcil, Fogans. Però clar, si és dolent pel descans, és dolent pel descans. Vostè és psiquiatre, m'ho està dient en base a una opinió mèdica. Après, si vous lisez certains auteurs comme David Goggins, lui, quand il fait son sport, il se lève à 3h du matin. 3 à 4h du matin. Et après, il va travailler.
Et à 9 heures, il a déjà fait ses séances de sport et il a gagné, c'est quelqu'un qui a gagné des ultramarathons, c'est quelqu'un de fascinant. Sport individual, Florence, le sport d'équipe ja no es pot. Non, alors j'avance parce que je voudrais quand même parler du dernier pilier le plus important. Le deuxième qui va complètement s'intégrer dans les troubles du sommeil où les parents ils vont me dire mais oui mais mon enfant il dort pas. Parce que la gestion des écrans elle est primordiale. Que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte, c'est pour tout le monde pareil. Dans les 3 heures qui précèdent l'heure du coucher, il ne veut pas y avoir d'écran, zéro du tout. Donc, comme l'heure solaire... Ara mateix l'està escoltant molta gent que diu hola, 3 hores abans d'anar a dormir. Parce qu'en fait, ça va déstructurer votre noyau suprachiasmatique, une partie du cerveau qui est juste au-dessus des voies optiques et qui est là pour capter toutes ces ondes lumineuses. Et les écrans, c'est quoi? C'est bourré d'ondes bleues. Que vous mettiez des filtres, des lunettes, c'est pareil. C'est pareil. Le noyau suprachiasmatique, il est un peu plus intelligent que ça. C'est de l'excitation pour lui. Et il dit au cerveau, bah non, écoute, là, on fait pas de mélatonine. Il n'y a pas de programme prévu pour le dodo. C'est bon, là, pendant plusieurs heures. Ni la télé. Ah, bah, la télé, c'est quoi? C'est un écran. C'est un écran. Le téléphone est un écran, la tablette est un écran, l'ordinateur est un écran. Non, si me'n vaig a dormir a les 11, a les 8 ja no miro la télé. C'est ça, la télé, c'est pas une bonne invention. C'est surtout ce qu'on a mis en place, parce qu'on fait croire que c'est culturel, que ça a toujours été comme ça, mais la télé, c'est tellement récent. Mais si vous voulez, sur la gestion d'écran, il y a les heures avant le coucher et il y a les heures pendant la journée. Ça va être très important pour n'importe quel cerveau d'enfant. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont déjà passés ici pour en parler, parce qu'en Andorre, on en parle souvent, de la toxicité des écrans pour le développement du cerveau de l'enfant. Ça ne devrait pas excéder 1 à 2 heures par jour. D'ailleurs, le système andorran dans lequel est mon fils, apparemment, de ce que j'ai entendu, ça mérite confirmation, mais va arrêter les iPads pour l'apprentissage à partir de l'année prochaine. Mais pour un TDAH, ça va être encore plus important, parce qu'il y a un truc très paradoxal pour le TDAH, et ça, tous les parents qui ont des enfants TDAH savent très bien de quoi je parle. Quand ils mettent leur enfant devant un écran, l'enfant change complètement de comportement. En gros, il passe d'un enfant hyperactif physiquement, psychiquement, ingérable, insupportable, à un enfant sage comme une image. Et donc, on en vient même à l'extrême opposé, c'est-à-dire que ces pauvres familles où il n'y a pas de gestion du TDAH, elles vont de plus en plus exposer l'enfant à l'écran. Et le problème, c'est que l'écran n'est pas un bon outil thérapeutique. C'est un petit peu comme le médicament. Au long cours, en fait, ça évite de faire les efforts. Et c'est un petit peu comme un trouble anxieux si vous le traitez avec de l'alcool. L'alcool, dans le trouble anxieux, ça agit sur les mêmes récepteurs que le traitement qu'on donne, anxiolytique. Mais est-ce que pour autant, c'est un bon traitement ? La réponse est non. Et alors, le 4e pilier, si j'ai encore 5 minutes, parce que c'est le plus important, c'est vraiment, j'en ai en parler. Però jo li he de fer una pregunta, Florence. És que això és molt interessant. No només l'escolta gent que tingui la intenció d'aplicar això a les criatures, que això està molt bé, només faltaria, sinó que hi ha adults que estan prenent nota dels seus consells. Un adult treballa 8 hores o 9, o fins i tot treballa 8 hores, però hi ha una pausa per dinar d'1,5 o 2 hores, llavors no veu a la seva parella o als seus fills durant tot el dia. Llavors, al moment en què coincideixen, és davant de la tele. Pourquoi ça ne pourrait pas juste devant le repas? Pourquoi il faut qu'il y ait une télé comme médiateur? Vous voyez, c'est fou ça. Non, mais moi, ça me choque déjà. Jo no li puc qüestionar la teoria mèdica, que per això aquí hi ha un metge i un periodista. Jo pregunto, per què? Per entretenir-se. Per estar junts fent una activitat. Llavors, la tele, igual hi ha un partit de Champions, per exemple, juga el Barça o el PSG, I estan veient aquell partit junts o una sèrie que els agrada. Clar, però els agrada i la veuen junts. És que és la societat en la que vivim. I vostè m'està dient 3 hores abans de descansar és dolent, això. Doncs és que jo crec que 9 de cada 10 fan això, ou non? Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que vous voulez vivre toute votre vie comme ça et puis vous réveiller après à aller me voir, moi, la psychiatre, en vous disant ça va pas ma vie, parce que j'en ai beaucoup, des patients de 50 ans qui viennent me voir et qui disent ça va pas en fait, ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans ce cercle vicieux ou en sortir? Parce que ce qui se passe dehors, en dehors de ce cercle vicieux, c'est tellement magnifique. Les gens ne se rendent pas compte que je leur demande des efforts, mais en fait, ce qui se passe derrière, ce qu'on crée chez les gens, les sensations, c'est des sensations qu'on ne sait plus vivre. Moi, mon fils, il est devenu complètement addict au ski. Il va avoir 4 ans dans 2 mois. C'était la première année qu'il en faisait. C'est lui, maintenant, tous les matins, on y va. On est sur les pistes. Il est 8h45. On est les premiers, 8h30 même. Et ce silence, ce calme de la montagne, de la neige, cette beauté de la nature, ça lui plaît tellement que c'est lui, maintenant, qui vient me dire le soir « Maman, je veux me coucher pour être en forme pour le ski le lendemain ».
pour être en communion avec la nature. En fait, il se passe des choses, on peut vivre des choses que les gens n'ont pas idée. Et quand on est pris dans cette rat race, en gros, dans ce tourment que la société nous oblige, mais on peut en sortir. On a les choix tous les matins. En se levant, on a le choix de changer ça. Això té més raó que un sant, que se sol dir, però a casa seva no hi ha tele. No en tenen. Non. Ah, non, non. Ah, clar, és que no en tenen. Moi, I les notícies? vous voulez dire les alertes? Non, les médias, si... Alors, là, mais on pourrait en parler des heures, j'aimerais vraiment parler de l'alimentation. Mais il y a une théorie, je vous renvoie sur Nassim Nicolas Taleb, qui vous parle de la toxicité de l'information et du fait qu'une information importante, ça il le dit mieux que moi dans tous ses livres, vous la saurez, quoi qu'il arrive, par votre entourage. Moi, je n'avais pas les télés quand il y a eu le 11 septembre aux États-Unis. Mais écoutez... 2 heures après, je le savais. Donc oui, je n'ai pas su l'information au moment où ça s'est produit, mais c'est bon, 2 heures après, j'étais au courant. Si un meteorit ha de caure sobre Andorra, Oui. igual en 2 hores ja no té temps de sortir de casa. Però bueno, és igual. Va, el quart pilar. Le dernier pilier le plus important, c'est l'alimentation. Dans le cadre du TDAH, c'est vraiment le point le plus important pour traiter efficacement le métabolisme du cerveau qui souffre. En quoi ça consiste ? Ça s'appelle le régime cétogène thérapeutique. Je suis venue une fois vous en parler spécifiquement. Donc en gros, c'est supprimer tous les glucides purement et simplement. Le sucre, l'amidon, tout. On supprime tout ça parce que les hydrates de carbone, les glucides ont une toxicité. C'est un carburant qui encrasse, c'est un carburant qui enflamme, c'est un carburant qui carence. J'ai eu la chance l'année dernière d'être invité à un congrès à Toulouse sur de la médecine intégrative où j'ai parlé pendant 1 heure du détail du métabolisme énergétique des cellules et notamment des cellules du cerveau. On en a fait une vidéo pour le mettre à disposition des gens, donc je les renvoie là-dessus. Mais sur ce métabolisme qui encrasse, un exemple de carence qu'on connaît très bien en médecine, c'est le sans domicile fixe alcoolique qui arrive aux urgences en état d'hypothermie bien souvent et surtout en état d'hypoglycémie assez sévère puisque c'est la façon qu'a le corps de détoxifier l'alcool. Donc, première des choses qu'on fait, on le réchauffe et on lui pose une perfusion d'eau sucrée. Et si on n'y ajoute pas une grande quantité de vitamine B1, c'est une faute médicale gravissime parce que quand on met du sucre, ça carence tellement en vitamine B1, la thiamine, chez ces patients qui sont déjà carencés, que ça peut avoir des conséquences dramatiques. On peut leur coller une encéphalopathie qu'on appelle encéphalopathie de Wernicke, plus ou moins irréversible, et si on répète en plus l'action, ça peut aboutir à une démence, la démence de Korsakoff. Ça, c'est l'exemple le plus parlant. Les sucres, ça carence, et aujourd'hui, tous nos enfants sont carencés, et on veut que ce soit culturel, mais ça n'a jamais été culturel. Ce que je demande aux gens, c'est de revenir à du bon sens, le bon sens de nos grands-mères, en Andorre, et en France, ce serait plutôt de nos arrière-grands-mères. Les padrines, c'est diem ça. aquí. Les padrines, c'était quoi? Le bon sens de cette génération-là. C'était bien souvent, les patients nous le disent, ceux qui ont entre 40 et 70 ans, ils nous disent « Ah oui, quand j'étais petit, bien sûr que je mangeais du foie. Je mangeais du foie de bœuf, du foie de veau, ma maman me faisait manger ça. » És que està bo el foie, hein? Voilà, donc c'est une alimentation carnée. Mais en Andorre, je retombe plus sur ces gens-là. Il y a une génération de retard, mais c'est bon. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on voit moins de gens obèses en Andorre qu'en France. Mais ça, comme tous les pays, ils se font un petit peu contaminer. Et donc le bon sens, c'était une alimentation à base carnée, à base d'abats, régulièrement. Il y avait un petit peu de légumes, voilà, une petite portion de légumes. Il pouvait y avoir pas à tous les repas une petite portion de féculents, et c'était tout petit. Et surtout, ici en Andorre, quand je pose la question à des gens assez jeunes, 30-40 ans, ils s'en souviennent, pour leur enfance à eux, il n'y avait pas de dessert à tous les repas. C'est une invention marketing. Le petit déjeuner est une invention marketing. Et aujourd'hui, on n'ancre qu'à chaque repas, il faut un dessert. Mais le bon sens de nos grands-mères, c'était en semaine, il n'y en avait pas. Et le dimanche, c'était la fête. On se retrouvait en famille. Et oui, on faisait un gâteau. Mais il faut voir la quantité de sucre en plus qu'il y avait. Rien du tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à nos enfants d'aujourd'hui ? Au réveil, ce n'est que du sucre. À 10h à l'école, on leur donne du sucre. Parce qu'évidemment, quand on donne que du sucre, on crée un pic d'insuline. 2 heures après, ils ont très faim. Et comme ils ne peuvent pas se servir du gras, puisqu'on a bloqué ce carburant-là, mais bon, là, ça serait un peu compliqué d'en parler, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Du coup, ils sont obligés de redemander du sucre. C'est pas que spécifique au TDAH. Vous l'avez vu, chez tous les enfants ont faim à 10h, ceux qui ont petit déjeuner du sucre, mais comme voilà, tous. À midi, le repas, maintenant, la cantine, il n'y a quasiment que du sucre. C'est plus comme avant. Alors, à l'école andorrane, le menu est un peu plus carné. Ça, c'est appréciable. Moi, j'apprécie beaucoup. À 5h, 4 ou 5h, il faut refaire un goûter sucré. Et le soir, bien souvent, il y a encore du sucre. On leur fait 5 repas, on leur fait 5 pics d'insuline.
on les rend tous malades. Mais le TDAH, il va être encore plus sensible. Il a une vulnérabilité par rapport au sucre et les parents qui sont attentifs, ils me le disent sans que j'ai besoin de leur dire. Ils me disent, quand je lui donne du sucre pur, l'enfant, ils emploient ce terme, il vrille. Il devient un monstre. Il se met à hurler, crier. Il devient en fait hyperkinétique et ingérable. Il n'a plus le contrôle de son corps. Donc c'est les 4 piliers que j'aime que les parents fassent quelque chose. Avui crec que hem tocat molt tema, ha pogut tocar, Florence, tot el que posa el paper aquest tan organitzat que té? Oui, bah, j'aime bien mettre de la couleur. Voilà, I ple de coloraines, perquè aquí hi ha una conferència, amb una postal li entra una conferència sencera. Florence i Fogoner, gràcies per venir. Merci à vous. Els consells mèdics d'Omega Z, que són molt interessants, avui hem parlat d'un apropament no exactament amb medicaments al tractament del TDAH. I això ens l'ha explicat la Florence i Fogoner. Me'n vaig a la Protecció Civil. Avui hem...